Salut à tous, c'est Roku et bienvenue dans ce troisième épisode de Cultivons Japon. Aujourd'hui, on va aborder la notion de Kuki o Yomu. C'est une notion dont on entend parler perpétuellement au Japon et pourtant elle est pas vraiment simple à définir. Donc je vais essayer de le faire d'une manière la plus simple et claire possible en essayant de rien oublier. Et c'est une notion extrêmement importante. Oui, je sais, je le dis à chaque épisode, mais cette fois-ci c'est vraiment très important. Donc, soyez sages et écoutez bien. Contrairement à d'habitude, ce n'est pas deux mots-clés en opposition ou en complémentarité, mais plutôt une phrase mot-clé. Effectivement, Kuki o Yomu, ça vient de Kuki, l'air, l'atmosphère, et Yomu, qui veut dire lire. Donc, être capable de lire l'air. Keiwai, comme raccourci dans le langage courant, veut dire Kuki yomenai. On l'utilise dans des phrases comme par exemple Ano hito keiwai, cette personne ne sait pas lire l'air, ou bien Kuki o yomenai hito, une personne qui ne sait pas lire l'air. On sent bien qu'il y a quelque chose d'abstrait, voire de mystique qui se cache derrière cette expression. Au sens premier, au sens le plus basique, on pourrait traduire ça par le sens commun, c'est-à-dire tout ce qui découle d'une logique, comme par exemple les bonnes manières. Embrasser sa copine dans un lieu public calme, c'est Kuki yomenai. Dire une blague dans un moment sérieux, ou être sérieux dans un moment où tout le monde rit et fait la fête, c'est Kuki yomenai. Plus que cela, ça veut dire être capable de comprendre les situations et être attentif à l'interpersonnalité. Dans la société japonaise, bien entendu. Les gens qui savent lire l'atmosphère sont capables de mieux lire entre les lignes, lire les signes corporels et ressentir les choses d'une manière générale. Par exemple, par habitude, vous pourriez reconnaître les signes de lassitude, voire de colère chez votre interlocuteur, en regardant son corps, mais aussi son visage et son regard. Ce qui peut vous prévenir d'une situation désagréable ou vous éviter de faire le pas de trop en abordant, par exemple, un sujet qui fâche, imaginons. C'est une notion qui va grandement vous aider à vous faire des amis, vous comporter au travail ou même au sein de votre vie de couple. Bref, à établir toute relation considérée comme normale au Japon. Sauf si vous êtes dans le cas où vous n'êtes pas dans une démarche d'intégration et que vous êtes avec des Japonais qui vous apprécient pour votre qualité d'étranger et qui attendent de vous toute la légèreté et la différence culturelle dont vous êtes capable en tant que non-japonais bien sûr. En quelque sorte, lire l'atmosphère c'est aussi savoir s'intégrer dans une situation mentalement et physiquement, et ce, parfaitement. Que vous arriviez à coller à un modèle de réaction attendu. Ce n'est pas forcément quelque chose que les Japonais eux-mêmes maîtrisent. Pour avoir tenté l'expérience des bars au Japon, même si ce n'est pas du tout ma tasse de thé, par simple curiosité intellectuelle, il m'est arrivé de voir bon nombre de Japonais qui n'osaient pas se mélanger aux autres, qui ne parlaient à personne et qui restaient dans leur coin. La façon dont on dit les choses est plus importante que la chose elle-même. En d'autres termes, la forme est plus importante que le fond. Il y a beaucoup d'exemples concrets du Kuki o Yomu qui utilisent cette forme plutôt que ce fond. On utilise très peu de négatif en japonais, et si on doit le faire, on préférera utiliser du positif pour ensuite nier le tout sans terminer sa phrase. Par exemple, si vous n'aimez pas les chats et que vous êtes comme moi, j'aime pas les chats, mais si vous êtes japonais, j'aime les chats, mais... Et sans terminer votre phrase, et il faudra comprendre ce qu'il faudra comprendre. Terminez la phrase vous-même. On y revient encore à cette notion de préservation de la paix sociale. En évitant de dire une négation et en lisant l'atmosphère, les Japonais préservent leur paix sociale. La plupart du temps, ils vont soit hésiter longuement, soit dire oui, même si c'est non, pour ne pas vous froisser. Mais donc, comment faire la différence entre un oui qui est un oui et un oui qui est un non? Eh bien, c'est à vous de lire l'atmosphère. Et même plus loin, on est censé comprendre ce que l'autre veut dire sans qu'il n'ait fini sa phrase. Il est même poli en japonais de ne pas terminer sa phrase. Par exemple, dans certains endroits, on va vous demander si c'est la première fois, il est généralement poli de dire, et dans cet exemple je parle de restaurant, bien entendu, Hajimete desu ka, c'est-à-dire, c'est la première fois donc, ou alors au travail, Kopeiki no tsukaikata ga chotto. La façon d'utiliser la photocopieuse est un peu... On comprend que vous ne comprenez pas comment utiliser la photocopieuse. Donc, je ne sais pas comment telle ou telle chose fonctionne. Évidemment, le reste de la phrase coule de source. Il est donc facile d'imaginer la suite de n'importe quelle phrase quand on a un contexte. Inu toka, comme les chiens, sous-entendu, ou les chats, les souris, j'en sais rien selon le contexte. Tokubetsu na gengo nanode. Comme c'est une langue particulière, alors elle est vraiment difficile à apprendre par exemple. Nihon ni sumu tsumori desu kedo. J'ai prévu d'aller vivre au Japon, mais c'est plus compliqué que ça n'y paraît, par exemple. Donc vous voyez, selon le contexte du dialogue, vous pouvez imaginer plein de suites de la phrase, donc il n'y a pas nécessairement besoin de terminer ces phrases. Et vous allez me dire, oui, mais en français on le fait aussi. Oui, mais au japonais on le fait encore plus, puisque moins on en dit, plus on est considéré comme sage. Et puis de toute façon, vous n'avez pas le choix parce que c'est beaucoup plus naturel de parler de cette façon. Donc si vous pensiez faire le malin au Japon en parlant beaucoup, bah c'est raté, vous serez plus considéré comme un prétentieux, puisqu'ici, les taiseux sont rois.
Prenez bien en considération qu'ils ne font pas ça pour vous frustrer ou vous mentir, mais que c'est leur éducation et leur culture qui leur inculquent que les choses fonctionnent ainsi. Vous dire non briserait la paix sociale, et briser la paix sociale par extension fait forcément de la peine aux autres. Entre japonais, c'est convenu, mais c'est vrai qu'avec un étranger, en disant oui pour faire plaisir, en voulant éviter de faire de la peine, on fait de la peine autrement, en passant pour un hypocrite, selon les codes occidentaux. Paradoxal, n'est-ce pas? Au Japon, il est donc préférable d'attendre, d'observer, d'analyser et de ne jamais se précipiter dans une réaction. Contrairement à la France, où parfois, avoir une réaction violente est un signe de prise en compte de l'autre. Lorsqu'une personne va par exemple hurler dans les transports en commun, en Occident, il y a de fortes chances pour que la grande majorité des gens présents l'ignorent, certes, mais il est aussi fortement probable que les gens commencent à s'indigner. Voir qu'une personne intervienne et dise quelque chose comme « Oh, tu baisses d'un ton, ok ?» ça permet aussi un peu de faire le malin. Alors qu'au Japon, les gens auront au mieux un regard de dédain, voire dans la grande majorité des cas, ils vont complètement ignorer la situation. Mais personne ne va agir. Pourquoi? À quoi bon? Une personne va en entraîner une autre, puis une autre, puis une autre, et donc ça va créer une atmosphère désagréable pour les gens et les mettre dans l'inconfort. Et mettre les gens dans l'inconfort, c'est contraire à la préservation de la paix sociale. Autre exemple, il vous est peut-être déjà arrivé de voir quelqu'un qui devient fou en pleine rue, qui explose sa canette au sol et qui hurle des insultes dans une gare bondée. Eh bien moi, ça m'est arrivé. Dans ce genre de situation, 30% des Japonais vont lancer le fameux regard de jugement, mais tout le reste vont faire absolument comme si ne rien n'était. À tel point que je me disais « Mais oh, vous voyez pas ce que le mec fout là-bas ?» Mais ils n'interrompaient même pas leur conversation. Et c'est la même chose si une fille pleure et est à deux doigts de se jeter sous un train. Même si l'égocentrisme et le mépris sont de plus en plus de mise en France, dans cette situation, quelqu'un viendra, même sans vous connaître, vous demander ce qu'il ne va pas. Même pour des situations anodines de la vie quotidienne, quelqu'un écoute sa musique à fond et dérange le train, les Japonais font très rapidement le calcul de ce que va leur apporter cette action ou non. Se lever, hurler sur la personne, se battre, tout cela ne ferait qu'envenimer le conflit. Si tout le monde fait ça, on ne s'en sort plus. Donc il vaut mieux attendre que cette personne descende du train, patiemment, dans le plus grand des silences et dans la plus grande des ignorances. Souvent, si on soulève un problème, on deviendra soi-même la proie des autres, on sera celui qui gêne, et ça ne réglera pas le problème. En bref, au lieu d'attirer l'attention des autres sur le problème, vous l'attirez sur vous, et ça, les Japonais n'aiment pas. Constatons que cette paix sociale va dans les deux sens. Ne pas la briser en étant le fauteur de troubles, et ne pas en rajouter en devenant le fauteur de troubles qui va corriger le premier, etc., etc. Dans ce genre de situation, si vous savez lire l'atmosphère, vous saurez comment agir naturellement. S'il faut faire ou ne pas faire quelque chose, ou dire ou ne pas dire quelque chose. Sachant que la plupart du temps, il ne faut rien dire. Contrairement à moi qui suis beaucoup trop française et qui ai horreur de l'injustice. Et c'est là que les Japonais arrivent à mettre des noms, des concepts sur des choses qui nous semblent abstraites, que nous ne théorisons pas parce que tout simplement nous sommes étrangers à ces concepts. En tant qu'étranger, on est forcément placé dans la catégorie Keiwae. On est considéré comme socialement pas au courant, ce qui est normal après tout, puisqu'on est soto. Forcément, ça existe un peu dans les autres pays, ne pas faire des choses déplacées, être capable de percevoir les choses sans qu'on nous les dise, mais pas au point de la société japonaise, et c'est ce qui fait son unicité. Enfin, chaque société est unique bien sûr, mais le Japon est quand même bien à part dans son monde. Pour les Japonais, ça peut représenter une perte considérable de temps et d'énergie pour analyser en permanence les gens. Et ça demande aussi une certaine accoutumance à la culture d'un pays et une constante sensibilité, ce dont tout le monde n'est pas forcément capable. La société française est pour nous facile à appréhender, car nous grandissons avec les clés pour la comprendre, mais pas avec les clés de la société japonaise. Et il est très difficile de les obtenir, et même pour les Japonais qui sont censés les avoir, c'est parfois très compliqué. C'est pas pour rien que cela s'appelle lire l'air, et cela va bien au-delà des comportements. Ça demande d'être capable de capter l'inconcret. Et voilà, c'est la fin de cet épisode, c'est sans doute un des plus longs que j'ai écrit pour l'instant, mais il y avait vraiment beaucoup de choses à dire, et ça me semblait vraiment important, et waouh, ça soulage d'avoir dit tout ça. J'ai désormais aussi un Instagram, certains sont déjà en train de me suivre dessus, et peut-être que vous venez d'ailleurs d'Instagram en ayant vu la miniature que je publie. En tout cas, merci à tous. Et en attendant le prochain épisode, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt à Tokyo!